ce Zoom, mon invité est Fabrice Grimal. Bonjour Fabrice Grimal. Bonjour. Vous êtes diplômé de l'ESSEC, vous êtes chef d'entreprise dans le domaine de l'événementiel, musical, et vous vous intéressez au mouvement d'idées alternatives. C'est ce qui fait que vous êtes présent parmi nous et que vous venez présenter un ouvrage atypique finalement et aussi passionnant, Vers la Révolution, et si la France se soulevait à nouveau. Vous partez d'un postulat, la France peut entrer en révolution, et dans un récit de 25 pages, qui est à la fin de l'ouvrage, mais que je vais présenter comme étant l'exergue finalement du livre, vous démarrez le 24 juin 2023, nous sommes place de la République à Paris. Alors pourquoi en 2023, à Paris, le président est encore et toujours Emmanuel Macron? Oui, alors il fallait choisir un certain nombre d'hypothèses autour de ce postulat révolutionnaire. Pourquoi 2023? Parce que déjà ça se situe, selon moi, après la prochaine crise financière, qui devrait arriver dans les prochaines années. C'est pas une année non plus d'élection. Et on imagine mal les Français tout retourner une année d'élection. Ils préféreront voter d'abord et voir ce qui en sort. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'exaspérations qui coagulent et qui montent dans la société, à tel point que ça pourra éventuellement souder au moins temporairement des groupes qui n'auraient pas du tout idée de se souder en temps normal. Donc il fallait que ce soit relativement loin, sans être trop loin non plus pour pas faire voler les voitures et imaginer des choses absurdes, faire trop d'anticipation non plus. Et c'est dès maintenant, en fait, et depuis quelques années déjà, que le thème révolutionnaire en France a commencé vraiment à ressurgir. Et d'où l'hypothèse que je fais pour ce livre. Alors pour arriver à ce qui n'est encore qu'une fiction, celle de 2023, vous faites une enquête approfondie, et ça c'est vraiment le cœur de l'ouvrage, sur les révolutions. Et vous relevez un premier élément pour appuyer votre raisonnement: nul ne peut prévenir une révolution, à commencer par ceux qui l'amènent. Est-ce que ça, c'est toujours exact? Est-ce que Lénine n'avait pas préparé la révolution, ne savait pas qu'il voulait la révolution? Alors, il avait tout fait pour la préparer, pendant de très nombreuses années, mais dans le discours qu'il tenait auprès de ses proches et de ses intimes, des gens qui étaient autour de lui dans les mois qui ont précédé la révolution d'octobre, il disait « Nous ne la verrons jamais de notre vivant ». Il en était totalement persuadé. Il écrivait à ce moment-là l'État et la Révolution pendant l'été 17, comme étant un peu une sorte de testament politique où il regroupait toutes ses idées sur la future révolution qu'il ne verrait pas. Et comme chacun sait, il a été obligé d'arrêter la rédaction de ce livre en plein milieu, puisque voilà, les événements avaient commencé et il a rejoint le train en marche. Comme on rejoint le train en marche beaucoup la plupart des révolutionnaires de 1789. Les clubs dont on parle, qu'on connaît très bien, qui ont fait la révolution, en fait, sont apparus une fois la Bastille prise. Et des gens comme Desmoulins disaient, voilà, on s'y attendait pas du tout. Et la révolution a amené la République comme sous-produit. Et il y avait 0 républicain le 13 juillet 1789. Voilà. Donc on ne peut pas s'y attendre. Ce sont des événements vraiment exceptionnels. Alors, je vais poursuivre dans cette hypothèse de soulèvement révolutionnaire. Alors, vous avancez des éléments constitutifs pour justifier un tel soulèvement. Et vous dites déjà, il faut un mouvement de masse interclassiste. Et pas seulement. Quelles sont en fait les raisons qui poussent à envisager cette révolution? Le fait on n'en parlait plus du tout, on l'avait complètement oublié. 1989, c'était le bicentenaire de la Révolution et en même temps son enterrement. C'est le moment où le bloc de l'Est tombe, la Révolution, c'était devenu le communisme et tout le monde était d'accord pour ne plus en parler. Et depuis quelques années, vraiment, ça ressurgit, tout le monde en parle. Un certain nombre de personnes en parlent. Il y a de plus en plus de livres qui ont été écrits là-dessus. Il y a tout un phénomène sur Internet de dissidence. Quand on va sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens parler ouvertement de la Révolution. On voit beaucoup de mimes, comme on dit avec le mot anglais, parce que je ne crois pas qu'il y a de mot français encore pour désigner ce phénomène-là, qui parle clairement de révolution. Dans le livre, je parle à un moment d'une guillotine grandeur nature qui a été mise en vente sur Le Bon Coin sous le mandat de François Hollande. Tout le monde s'est amusé avec ça pendant plusieurs jours autour du thème, voilà, c'est notre Louis XVI. Donc voilà pourquoi le thème revient, et il revient parce que
Vous parliez de réunions de soulèvements interclassistes. Il revient parce que de plus en plus de gens tombent dans la pauvreté, dans la précarité ou dans un déclassement. Parce que la révolution est moins une affaire de pauvreté absolue que de pauvreté relative. Mais c'est ce que vous dites, c'est d'ailleurs les révolutions, c'est pas lié à la misère. Non, la France, au moment où elle rentre en révolution en 1789, elle est dans le top 3 des puissances mondiales. C'est un des pays les plus riches d'Europe et c'est la plus grosse population d'Europe. C'est un pays qui est plein d'avenir. On pouvait tout à fait à l'époque écrire des livres sur la puissance de la France. Et pourtant, c'est un colosse au pied d'argile et la monarchie s'est effondrée très très rapidement. Emmenant avec elle tout le reste de l'Europe dans les décennies qui ont suivi. Donc c'est vraiment une question, c'est relatif. Et aujourd'hui, on est dans une époque où les inégalités sont vraiment de plus en plus exacerbées et où les hommes politiques qui sont censés les réduire et au moins nous expliquer qu'ils vont les réduire, même si dans les faits ils ne le font pas, maintenant ils ont même arrêté de nous promettre de les réduire. C'est Emmanuel Macron qui a le credo ultralibéral de dire voilà, les inégalités, c'est l'huile dans les rouages de l'économie, et plus les riches auront d'argent, plus il y aura de ruissellement, cette fameuse théorie. Et pour que cette révolution se fasse, il faut qu'il y ait une étincelle. Cette étincelle, quand même, dans l'ouvrage, vous en créez une qui est globalement, ou que vous annoncez, en disant, bon, il va y avoir une prochaine crise financière. Et là, dans l'ouvrage, on voit bien que pour aider les banques, eh bien, on s'en prend à l'épargne des Français. C'est le moteur de la révolte. Donc, le moteur de la révolte, pour vous, il est moins sociologique que économique. Il est immédiat, c'est-à-dire un bank run, par exemple, l'incapacité de certaines personnes à pouvoir retirer de l'argent pour pouvoir nourrir leurs enfants, ce qui va générer des troubles, les coupes sombres qui risquent d'y avoir sur les comptes bancaires des gens. Parce que c'est des directives européennes qui ont été votées, qui ont été transposées pour toutes les économies nationales. À la prochaine crise financière, les créanciers des banques seront les premiers à payer. Or, selon la loi bancaire, les créanciers des banques sont, entre autres, les déposants. Et avec cette fameuse garantie à 100 000 euros, mais qui en fait n'est pas garantie du tout, puisque le fonds qui promet de garantir ça couvre à peu près peut-être 2-5% de ce qu'il faudrait rembourser aux gens. Donc, beaucoup de gens risquent de perdre vraiment leur chemise, contrairement à la précédente crise, qui a été indolore pour beaucoup de gens, pour des fonctionnaires qui n'ont pas perdu leur travail, pour des cadres très bien placés qui ont continué à prospérer. Là, il se peut que tout le monde d'un coup perde beaucoup. Et là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, si cette nouvelle révolution, je vous donne acte de cette possibilité pour l'instant, devait avoir lieu, la jeunesse, vous dites, y jouerait forcément un grand rôle. Alors, vous évoquez deux idées. L'idée que les jeunes ne peuvent plus être riches quand ils sont salariés et qu'ils ne peuvent plus, pour des raisons que vous allez nous expliquer, être aidés par leurs parents et leurs grands-parents, au moment même où on est une société où les jeunes sont de plus en plus tenus d'être aidés par leurs ascendants. Exactement. Les gouvernements successifs comptent beaucoup sur ces transferts entre générations. Là, avec Emmanuel Macron, avec la hausse de la CSG, fait une ponction directe sur les retraités pour donner aux salariés, mais il y a cette ponction indirecte des grands-parents qui envoient le surplus sur leurs enfants et leurs petits-enfants, et ça fluidifie beaucoup de choses, quand on a un chômage des jeunes très élevé. C'est ça qui fait qu'on n'a pas énormément de jeunes dans la rue. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est que voilà, on prend l'argent aux retraités, non pas pour le donner à leurs petits-enfants, mais pour rembourser la dette, en fait. Donc, on ne revoit pas cet argent. Et les transferts sont vraiment de plus en plus compliqués. Il y a aussi l'immobilier, un certain nombre de choses qui font que ça se complique. Et dans le livre, il y a un chapitre sur la jeunesse, mais je m'appuie surtout sur les cadres, les jeunes diplômés, qui, eux, sont vraiment la clé de voûte de ce phénomène-là, parce qu'il n'y a pas de révolution sans une jeunesse de cadres qui sont frustrés, c'est-à-dire qui ont eu des ascensions légitimes qui ont été contrariées. C'est votre cas? Cadre frustré? Alors, mon cas personnel,
Non, pas du tout, parce que moi j'ai toujours refusé le salariat pour ce qui me concerne, et en sortant de l'école, j'ai tenu à créer une entreprise, et voilà, je ne dois rien à aucun patron depuis le début de ma carrière. Donc tout ce que je fais, tout ce qui rentre, je sais que je dois qu'à moi-même, et donc voilà, je suis tranquille. Mais pour d'autres, c'est vraiment compliqué quand on compare à ce qui se passait pendant les 30 Glorieuses, à la génération de nos parents, où quand on était bon et qu'on avait un bon diplôme, globalement, on pouvait rester dans la même boîte, monter, on savait qu'on finirait directeur et qu'on aurait un salaire qui permettrait d'avoir remboursé la grosse maison très vite. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et dans mon entourage, j'ai énormément de cadres supérieurs, de mon âge, qui ont 30, 35 ans, 40 ans. Et ils auront fini de rembourser une maison plus petite que celle de leurs parents, vraiment dans très 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 longtemps, en se saignant tous les mois. Ça n'a vraiment plus rien à voir. Et sans compter qu'ils ne croient pas au système autant que leurs parents, parce qu'ils arrivent dedans au moment où il est déjà un peu en bout de course, et donc ils voient ça. C'est un peu comme l'Union européenne. Ils n'ont pas grandi avec la Deuxième Guerre mondiale, avec le même souvenir de la guerre d'Algérie ou des choses comme ça, et quand on leur dit l'Europe, il faut la défendre parce que ça fait 70 ans que ça dure, ils disent ok, pourquoi pas, mais moi j'ai 20, 25, j'ai 30 ans, ton machin qui a 70 ans, s'il s'arrête, à la limite, pourquoi pas. Voilà. Donc ça change. À chaque nouvelle personne qui naît, il y a un nouveau potentiel. Alors, où je n'arrive plus à vous suivre, c'est quand vous dites, par exemple, dans un chapitre, que pour faire cette révolution, eh bien, il faut qu'il y ait basculement de l'armée. Et là, je me suis dit que j'ai regardé dans les... Alors, je peux remonter à 200 ans, mais j'ai regardé en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est aussi. Je me dis, à chaque fois que les armées ont basculé, je reprends votre terme, soit elles l'ont fait au profit d'intérêts qui étaient des intérêts étrangers, non pas au profit des intérêts nationaux. Et en Europe de l'Ouest, j'ai regardé, alors, je crois que le dernier cas, peut-être que je me trompe et vous allez me contredire, mais c'est en Espagne, c'est le putsch du colonel Terrero, mais premièrement, il n'aboutit pas, il échoue au bout de quelques heures, et ce n'est pas pour faire la révolution, c'est pour faire la contre-révolution. C'est ça. C'est-à-dire maintenir le roi et le ramener à son véritable rôle, sans que le roi d'Espagne d'ailleurs le veuille. Oui, c'est ça. Mais en fait, vous parlez, je pense, d'événements où l'armée prend l'initiative, alors que moi je m'en souviendrais plutôt des événements où l'armée est mise au pied du mur et contrainte de réagir d'une manière ou d'une autre. Et dans toutes les révolutions qui ont eu lieu en France, et on a pas, comme vous disiez, on n'a pas besoin de remonter aussi loin, on a les printemps arabes. Quand vous avez des occupations de places, parce qu'aujourd'hui la mode est aux occupations de places, c'est logique, on a fait des places immenses. Par exemple, à Paris, Madame Hidalgo a totalement bétonné la place de la République. C'est un grand rectangle de béton, donc c'est parfait pour occuper ça. Donc ça démarre par des occupations de places. Si ça tient pas, tant mieux pour le pouvoir. Par contre, si jamais ça tient, que les gens s'organisent, qu'il y a un système d'évacuation des déchets sur place, de cantine, et que tout devient autosuffisant, et que ça commence à barder pour le pouvoir, c'est l'armée, in fine, qui décide si elle le lâche ou pas. Et dans les pays du printemps arabe, on a vu, il n'y a pas eu de véritable révolution, de véritable changement de régime, tant que l'armée n'avait pas donné son avis. Alors, autre point où je suis pour le moins réservé, c'est que vous dites, s'il y a une révolution dans notre pays, elle ne peut pas, dans le département, ce sera un petit peu léger, oui, voilà. Dans le pays, il ne peut pas y avoir de soulèvement communautaire, de mon point de vue, donc le vôtre, il ne peut pas y avoir de soulèvement communautaire. Alors que, et c'est pour ça que je pensais au département, je pensais aux banlieues, on voit bien que ce sont les lieux où il y a quand même certaines formes de soulèvement populaire, et avec une forme de guérilla qui pourrait aboutir à une forme de violence révolutionnaire. Vous avez totalement raison. C'est là qu'il faut bien comprendre mon propos. J'ai choisi l'optimisme raisonné, comme on dit, pour essayer d'imaginer cette future révolution. Une révolution qui partirait d'un soulèvement purement communautaire, purement local, purement ethnique, n'aurait pas de chance d'aboutir à une véritable révolution, un véritable chamboulement des rapports de force et changement de régime. Elle trouverait forcément face à elle d'autres communautés, l'État elle serait même le résultat de la division que l'État veut de la société, et l'État s'arrange de ce type de division. Ça renforcerait l'État, mais complètement. Dans un premier temps. Bien sûr. Ça aurait l'effet inverse de celui que moi je voulais imaginer. Et une des conditions, vous savez, dans un arbre de décision, si on veut arriver à quelque chose, il y a des conditions, et si jamais, effectivement, un embryon de Révolution française devenait en fait une guerre civile interreligieuse, intercommunautaire, interbanlieue, bon ben voilà, ce serait pas une révolution, donc en fait,
elle ne m'intéresse pas, entre guillemets, dans le cadre de cette hypothèse-là. Mais sur le fond, vous avez totalement raison. Alors, dernier point de cette analyse, les révolutionnaires, par exemple, vous dites dans l'ouvrage, les révolutionnaires sont liés à la Russie. Ils imposent le Frexit, et c'est l'ambassade américaine qui dirige, disons, la riposte. On ne va pas dire la contre-révolution, parce que le terme est loin d'être péjoratif. Mais aujourd'hui, les révolutionnaires, c'est-à-dire ceux qui professent la révolution, se retrouvent soit dans des partis ou des milices liées à l'extrême gauche. Alors vous noterez avec moi qu'aucun de ces partis ou de ces milices d'extrême gauche ne remet en cause finalement la superclasse mondiale qu'ils dénoncent. Ils sont dans le même conformisme et ils sont aux mains de l'oligarchie. Bien sûr. Donc votre révolution, elle est vouée à être de pacotille. Alors, ce qui me permet... Vous me donnez l'occasion de dire qu'il y a des chapitres supplémentaires à ce livre qui sont disponibles sur un blog, dont un chapitre sur l'actualité du communisme, du collectivisme, où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là, à quoi ressemblent les groupuscules d'extrême gauche ou d'ultra-gauche aujourd'hui. Les seules choses vraiment nouvelles et vraiment crédibles en termes sociologiques, c'est le mouvement de retour à la campagne qui se fait plutôt du côté de l'extrême gauche. Le cas archétypique étant le groupe de Tarnac qui avait posé qui avait essayé de saboter ou pas d'ailleurs, une voie SNCF, une voie de TGV. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est relativement massif, ça reste marginal, mais il y a quand même beaucoup de monde que ça concerne, beaucoup de gens qui y pensent, même s'ils ne le font pas. Pour ce qui est des groupuscules proprement dits gauchistes ou antifa, qu'on retrouve dans la rue, on va en retrouver 50, on va dire, oulala, ils sont nombreux, violents, d'accord, mais quand ils rentrent au local, ils sont plus que 52. Enfin, il y en a que 2 qui les attendaient. Il n'y a pas de réserve. Ils sont pas très nombreux et les gens n'accepteront jamais de leur donner le pouvoir. Ils ne mobilisent personne derrière eux. Ils arrivent à prendre le pouvoir dans les facultés en étant 50. Oui, alors prendre le pouvoir, tout est relatif. J'ai été dans Tolbiac occupé il y a pas longtemps pour voir un peu ce que ça donnait. Bon, c'est malheureux à dire, parce que moi, je ne suis pas spécialement pour cette réforme des universités, donc au fond de moi, j'ai envie qu'il se passe quelque chose. J'aime bien voir des gens se mobiliser pour une cause qui me paraît juste, mais je ne vois pas ça aboutir particulièrement. Ça ne survivra pas à l'été. Comme les mobilisations étudiantes, on en a eu beaucoup, ne survivront pas à l'été, ne survivent jamais à l'été, parce qu'en ce moment, il attaque les facs, donc les facs se soulèvent. Moi, je parle d'un événement où vraiment il y aurait beaucoup de fronts ouverts en même temps, et ouverts tous en grand. Et où l'État, c'est ce moment où l'État ne peut plus diviser les gens, où il essaye, et plus il l'essaye, moins il y arrive. Et à ce moment-là... Le mot, c'est interclassiste, c'est-à-dire concernant l'ensemble des classes. C'est ça, ce moment où ça fusionne, globalement. Mais ça ne veut pas dire majoritaire, hein, interclassiste. Ça peut être une addition de minorités. C'est juste que toute la révolution a été faite par des minorités. Et donc, moi, à chaque fois, on me dit oui, mais les gens sont mous, oui, mais les gens sont devant Hanouna, oui, mais alors En 1789, les gens étaient au milieu de la campagne, ils avaient pas grand, ils travaillaient, et voilà, et pourtant, ça a eu lieu. Alors, je vous ai entendu. Alors, vous êtes votre personnage, celui qui tient le blog et qui va raconter cette révolution. Eh bien, il est de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Et donc, bien évidemment, vous avez été invité d'une radio qui s'appelle Care News, qui est la radio de la presqu'île de Guérande jusqu'à Saint-Nazaire, qui est dirigée par un excellent journaliste, d'ailleurs, qui s'appelle Yannick Urien. Et là, tout à fait. Je vous ai écouté, et alors, vous avez insisté, lourdement d'ailleurs, hein, sur le caractère optimiste de votre ouvrage. Vous misez, vous, sur un réveil des peuples, alors que beaucoup de gens estiment effectivement que les Français sont endormis. Vous prenez le pari qu'ils peuvent se réveiller? Oui, par la minorité. Vraiment, on continue sur ce que je disais avant, c'est la minorité active, celle qu'on voit sur Internet. Alors, attention à Internet, parce qu'il y a un phénomène de chambre d'écho qui est très très fort. Mais quand on est dans plusieurs chambres d'écho en même temps, on s'aperçoit que ça fait quand même beaucoup d'écho. La chambre d'écho, c'est quand on est sur des forums, on traîne, on a des amis Facebook, et puis qu'au bout d'un moment, on a l'impression que tout le monde pense comme soi, parce qu'on a sélectionné ses amis, tout le monde a sélectionné tout le monde, et on se retrouve vraiment dans un petit club où tout le monde pense à peu près pareil, et on se dit, bon bah voilà, c'est bon, la France est sauvée, tout le monde est d'accord avec moi. En fait, pas du tout. Mais c'est quand même des gens extrêmement virulents, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens c'est le réveil dont vous parliez. Et une fois que les gens ont ouvert les yeux sur un certain nombre de choses, dont je fais la liste et que j'essaie d'aborder point par point dans ce livre, des questions de démocratie, des questions de monnaie, d'économie, protectionnisme, libéralisme, la question du progrès, le retour à la campagne, la question démocratique autour du tirage au sort, beaucoup de choses comme ça.
Et les gens se renseignent et on voit des gens qui n'ont pas forcément fait des grosses études, mais qui, grâce à Internet, loin de ne partager que des chats qui rigolent et d'aller voir des films pornographiques, parce que ça, c'est quand même l'essentiel des clics sur Internet, mais ces gens-là passent des heures et des heures et des heures, et quand ils sont au chômage, ils ont encore plus de temps pour le faire, et ils y consacrent vraiment beaucoup de temps pour se renseigner en profondeur sur des phénomènes, des fois économiques, très complexes. Mais est-ce que, je suis désolé Fabrice Riebal de vous poser cette question si crûment, mais est-ce que vous pensez par exemple que la révolution au Caire était le fait d'une jeune bourgeoisie diplômée, branchée sur Internet et qui allait faire la révolution? Est-ce que vous pensez véritablement que c'était ça, ou qu'il y avait peut-être d'autres acteurs plus puissants, différents, qui étaient à la manœuvre? Bien sûr. Ah, mais Parce que j'ai du mal à voir quelle est la minorité qui en France est capable de... Si on a enlevé les minorités des banlieues, les minorités extrémistes de gauche, si on enlève les plus jeunes, si on enlève les anciens... On ne les enlève pas. On additionne les meilleurs d'entre eux. En tous les cas, je ne suis pas en train de prédire l'avenir, hein, je le redis encore une fois, je parle d'une hypothèse. C'est ça. Si la France rentrait en révolution, il faudrait qu'il y ait des conditions. Je prends le problème à rebours, si vous voulez. Je pose la révolution, ensuite je tire la pelote. Il faudrait qu'il y ait l'addition des meilleurs de ceux-là. C'est-à-dire que la jeunesse de banlieue n'est pas du tout homogène. Ça va du dealer totalement inculte à l'ex-dealer totalement reformaté par Internet, en bien ou en mauvais. Il peut tomber dans le complotisme le plus débile ou dans le complotisme le plus malin. Il peut aller lire ce qui se passe sur Le Monde ou Le Figaro en étant ouvert d'esprit, ou ne jamais y aller. Il peut rester dans des choses exclusivement reliées à la religion ou découvrir vraiment plein d'autres choses. Et il y a un vrai mouvement en banlieue, le révélateur de ça a été Alain Soral, donc qui est extrêmement controversé pour d'autres choses, mais sur ce versant de réveil des banlieues dans le bon sens du terme, entre guillemets, avec beaucoup de 11 septembre dedans et tout, mais bon, on ne va pas s'appesantir là-dessus. Il y a un vrai phénomène là-dessus. Idem à l'extrême gauche. Je suis allé voir une conférence de Frédéric Lordon, c'était extrêmement pointu, et tous ces jeunes de 20 ans qui étaient à peu près tous d'extrême gauche prenaient des tonnes et des tonnes de notes, ils notaient des concepts, ils étaient à fond sur Spinoza, et il se passe quelque chose, voilà. Et le discours était très offensif. Il y a toujours eu des gourous. Oh, non. Enfin, oui, il y a toujours eu des gourous, mais pour ces gens-là, Asselineau aussi s'est fait qualifier de gourou, Alain Soral aussi se fait qualifier de gourou. Dès que quelqu'un a un peu de succès et rencontre un peu l'écoute des masses marginales, peu importe, il se fait automatiquement qualifier de gourou. Ton acte. Soyons honnêtes, il n'y a pas qu'une seule France. Aujourd'hui, il y a plusieurs France. La partition est dans certaines têtes. Les syndicats sont devenus des fantômes, malgré tout. Les rassemblements, vous faites tout un grand chapitre en disant les rassemblements de masse, vous citez Gustave Le Bon, la puissance des foules. Les foules, on les a vues... alors, moindre à Nuit debout, importante à la Manif pour tous, au Bonnet Rouge ou à Jour de colère. Tout ça n'a pas abouti. La liberté d'expression est toujours plus muselée. Finalement, la situation est peut-être même pire qu'en 89. Et oui. Et pourquoi pas? Et elle est sûrement pire, mais il faudrait, pour détailler ça, rentrer vraiment dans les véritables similitudes qu'il y a entre la Révolution de 1789 et la situation actuelle, qui est tout le versant économique que je développe au début du livre, parce qu'effectivement, la Révolution française, pour beaucoup, voilà, c'est le triomphe des Lumières. On a cette image d'un clergé extrêmement sombre, ténébreux, qui entretenait les gens dans l'ignorance totale, d'un roi voilà, qui voulait rien lâcher, d'une bourgeoisie qui a libéré le peuple selon les idéaux de Voltaire et Rousseau. Sauf que la noblesse était en voie de conversion presque intégrale aux idéaux de Voltaire et Rousseau, que tout le monde était à peu près d'accord. Le vrai fond de l'affaire au début, après ça c'est compliqué, il y a eu des guerres, voilà, le vrai fond de l'affaire au début était totalement économique, c'était la dette de la monarchie. Qui allait la payer? Est-ce que le clergé, qui était l'équivalent des fonctionnaires, allait baisser son train de vie? Non. Est-ce que la monarchie, qui était l'équivalent de l'État central,
comment va-t-il payer sa dette? Va-t-il réduire ses privilèges? Le tiers-État, donc la bourgeoisie, va-t-elle payer pour tout le monde? Et la réponse a été non, désolé, nous ne paierons pas pour tout le monde. C'était payé en n'étant pas remboursé, c'est-à-dire que c'était le tiers-État qui prêtait l'argent à la royauté et qui voulait qu'on le rembourse. Et le renvoi de Necker, c'est pas une atteinte aux libertés publiques, c'est le renvoi du banquier suisse qui garantissait le paiement des rentes depuis plusieurs années. Et on avait essayé d'autres configurations qui n'avaient pas marché, les rentes étaient moins bien payées, on voulait Necker pour toucher nos rentes. C'est ça le vrai début de la Révolution française. Aujourd'hui, pas besoin de faire un dessin, on est totalement dedans. Allez, comment jugez-vous, c'est ma dernière question, le fait que pour faire cet ouvrage-là, il a fallu rajouter 2 mots vers là, car le mot révolution tout seul, eh bien c'est un autre livre important, c'est celui d'Emmanuel Macron. Ne m'en parlez pas. Le dernier qui a parlé de révolution avec vous, c'est Emmanuel Macron. Oui. Mais on est dans toute la duplicité de ce type de pouvoir. Là, on n'a plus le temps, mais il faudrait parler de toute la duplicité de l'élection de Macron par effraction. Et là, j'emprunte un mot, je crois, à François Hollande, qui a dit ça il y a quelques jours. Voilà, il a été élu par effraction. Avec une certaine dose d'honnêteté qui est de ne pas promettre ce qu'il n'allait pas faire, et même de prévenir un certain nombre de choses difficiles. En sachant qu'il serait face à l'extrême droite au 2e tour et que donc il allait être élu quand même, donc tant qu'à faire c'était plus pratique comme ça, mais toute la duplicité du mot révolution. Il y a quand même un petit aspect, on en parlait tout à l'heure autour de la jeunesse, une jeunesse frustrée dont l'ascension naturelle est contrariée, trouve un exutoire, trouve une manière d'avancer quand même. Et bien Macron c'est ça, Macron c'est toute la jeunesse bloquée du PS et de LR, bloqués par des quadras, des quinquas. Le PS s'apprêtait à perdre, donc toute la nouvelle génération du PS allait devoir attendre 10 ans pour ne pas être sûr d'être ministre. Quand Macron a dit à toute cette jeunesse-là, venez à moi les brebis égarées, et avec moi vous serez Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, vous serez député, voilà, vous serez tout ça. Et bien, ils ont tous accouru comme un seul. Oui, ces fameux diplômés frustrés, on les retrouve là, et pas avec vous, pour notre révolution. Vers la révolution, et si la France se soulevait à nouveau, c'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et je vous invite à le lire, bien évidemment. Merci beaucoup.